Qu'en est-il de ce nouveau pacte de défense? Vous savez, le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Turquie ont signé un nouvel accord entre eux, un pacte de défense, comme ils l'appellent. Et cela se produit alors que nous avons ce conflit, cette guerre entre l'Iran et les États-Unis. À mon avis, ce pacte de défense s'inscrit dans l'ensemble du conflit en cours dans cette région. Mais quand vous regardez ce qui se passe avec ces trois pays, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Pourquoi en ont-ils besoin? Pourquoi l'Arabie saoudite a-t-elle besoin de faire cela? Eh bien, Saud, nous savons que récemment, après qu'Israël a mené des frappes au Qatar contre les représentants du Hamas chargés de négocier un cessez-le-feu à Gaza, l'Arabie saoudite a conclu avec le Pakistan un accord, un pacte de sécurité moins formel que celui-ci. Ce que nous voyons maintenant, c'est donc le renforcement de cette relation, avec l'ajout de la Turquie à présent. Dans ce que beaucoup décrivent comme un pacte de type article 5 de l'OTAN entre l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan. Une attaque contre l'un serait une attaque contre tous. Et cela ne garantit pas seulement les intérêts sécuritaires de l'Arabie saoudite dans la région, compte tenu des menaces potentielles des rebelles Houthis et d'Ansar Allah au Yémen. Mais, dans l'esprit de la Turquie, c'est aussi un accord de sécurité contre une éventuelle agression d'Israël, parce que nous savons qu'Israël a menacé d'agresser la Turquie. Donc en réalité, c'est un pacte qui continue de façonner ce que je considère depuis le début de cette guerre. Compte tenu du potentiel des puissances nationales et des puissances mondiales en jeu, nous entrons bel et bien, au sens très littéral, dans la Troisième Guerre mondiale. Alors, quand on regarde cette alliance la plus récente, on a désormais le Pakistan, la Turquie et l'Arabie saoudite. Le Pakistan et la Turquie sont des puissances nucléaires. Ils possèdent des armes nucléaires. Ils disposent aussi d'armées très importantes et très capables, de forces terrestres et aériennes ayant une portée considérable, avec des avions modernes, des chasseurs de 5e génération. Si je ne me trompe pas, la Turquie n'a pas d'armes nucléaires. Dans toute la région, seul le Pakistan possède des armes nucléaires. Donc, quand on considère la puissance nucléaire de la Turquie et celle de l'Arabie saoudite, qui cherche désormais à se doter du nucléaire, des nations nucléaires au sens où elles disposent des infrastructures et d'ogives nucléaires militarisées capables de lancer une arme nucléaire, un missile nucléaire, le Pakistan est l'acteur qui possède cette capacité dans cette nouvelle entente, cette triple entente. Mais quand on regarde l'alliance qui est en train de se former à partir de ce conflit avec l'Iran, que les États-Unis ont déclenché le 28 février, ce conflit échappe désormais à tout contrôle. Ce n'est plus à Donald Trump, le président des États-Unis, de décider quand et comment ce conflit prendra fin. Il y a désormais d'autres intérêts, d'autres puissances nationales, d'autres enjeux en jeu, qui vont au-delà de la question de savoir si les États-Unis considèrent que cette guerre est terminée ou non. Et quand on regarde comment cette guerre a commencé et où nous en sommes aujourd'hui, 5 mois et demi après le début de ce qui était censé être une guerre de quelques jours ou de quelques semaines, on voit se former des alliances assez redoutables. Quand on pense aux pays qui s'alignent désormais, la Turquie, le Pakistan, l'Arabie saoudite, ce ne sont en aucun cas des pays qu'il faudrait considérer comme faibles sur le plan militaire. La question, Tony, c'est, au vu de ce qui se passe, comment jugez-vous la politique menée à Washington? Nous savons qu'il existe une forme d'accord entre l'Iran et Oman concernant le détroit d'Ormuz. Mais il ne semble pas que, je ne sais pas dans quelle mesure ce qui se passe sera acceptable pour Washington. Quelle est votre compréhension du nouveau régime, du nouveau mécanisme que l'Iran et Oman sont en train de définir
et de la réaction des États-Unis à cela. Nous savons que, à mesure que le conflit montait en intensité et redevenait ouvert ces dernières semaines, l'Iran est resté concentré sur ce qu'il considérait comme l'enjeu stratégique, le détroit d'Ormuz. Il a donc conclu et formalisé un accord avec Oman afin d'obtenir sa coopération. Ce n'est donc plus seulement l'Iran qui affirme que les choses vont se passer ainsi. Il y a désormais une coopération avec Oman. Cette coopération conduira ensuite à une coopération plus large de la part des États du Golfe. On pourrait alors voir apparaître une division politique et diplomatique avec l'Arabie saoudite quant à ce que celle-ci acceptera concernant le détroit d'Ormuz. Si l'on regarde ici le golfe Persique, l'Arabie saoudite dispose d'une importante façade maritime et joue un rôle majeur dans le golfe Persique. Elle aura donc son mot à dire sur la manière dont fonctionnera ce mécanisme que géreront Oman et l'Iran. Mais l'Arabie saoudite aura certainement son mot à dire sur la forme que prendra ce cadre, ou au moins la capacité de le faire respecter à l'avenir. Ainsi, cela ne disparaît pas simplement avec le morceau de papier sur lequel c'est écrit. C'est réellement applicable. L'Arabie saoudite a désormais des intérêts directement touchés par le détroit de Bab el-Mandeb, qui est évidemment soutenu par l'Iran. Il y a donc des frictions. Je pense donc que d'autant plus si l'on voit se mettre en place un accord ou un accord administratif concernant le détroit d'Ormuz, cela risque de créer encore davantage de frictions et de divisions entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Et les intérêts de l'Arabie saoudite ne correspondront pas forcément à ce que les États-Unis pourraient vouloir obtenir dans cette affaire. Car soyons clairs, Donald Trump veut sortir de cette guerre. L'Iran sait que si cette guerre se poursuit et que Donald Trump est mis sous pression, cela aura un impact majeur sur les élections de mi-mandat aux États-Unis en novembre. C'est un facteur que l'Iran garde à l'esprit. Donc, dans le cas de l'Arabie saoudite et du détroit d'Ormuz, ce que les États-Unis pourraient être prêts à accepter, ce qui serait acceptable dans le cadre de négociations, pourrait ne pas être acceptable pour l'Arabie saoudite. Maintenant que ce conflit élargi a dépassé le cadre des seuls États du Golfe Persique et du détroit d'Ormuz, la question de la fin de cette guerre, de la manière dont elle se terminera et des conditions dans lesquelles elle se terminera ne dépend plus uniquement de Donald Trump, des États-Unis d'Amérique et de la puissance de l'armée américaine. Il ne s'agit plus seulement de parvenir à un accord de coopération, à un plan en 14 points ou à un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran. Désormais, il faut prendre en compte les intérêts propres d'autres nations puissantes, ce qui rend les négociations plus complexes et souvent plus compliquées. Et jusqu'à présent, les États-Unis n'ont pas montré qu'ils avaient de bons résultats dans la négociation de ce conflit. Oui, une partie de ce conflit concerne ce qui se passe avec l'Arabie saoudite. Comme vous l'avez mentionné, l'Arabie saoudite est engagée dans une forme de conflit actif avec l'Irak et le Yémen. Et il y a quelques instants, nous avons appris que la résistance irakienne devait attaquer l'Arabie saoudite. Aujourd'hui, il semble qu'elle subisse, d'une manière ou d'une autre, des pressions du gouvernement irakien et de l'organisation Badr en Irak. En Irak, oui. Oui. Ces deux pays font pression sur la résistance irakienne pour qu'elle n'attaque pas l'Arabie saoudite aujourd'hui. Il est dit que cela a été reporté par eux. La question, Tony, c'est, voyez-vous un moment où l'Arabie saoudite ferait marche arrière? Toute cette guerre sur ces deux fronts a commencé avec les attaques saoudiennes contre le Yémen. Et aujourd'hui, on voit que cette guerre n'apporte aucun bénéfice à l'Arabie saoudite. Est-ce que cela va les contraindre à reculer ou peut-être à lever le blocus contre le Yémen?
Donc je ne pense pas qu'on verra un lien direct entre une action et le fait de contraindre un autre adversaire asymétrique à reculer en fonction de l'action menée l'un face à l'autre. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui au Yémen, on ne peut pas clairement tracer une ligne entre, d'un côté, l'Arabie saoudite et de l'autre, le Yémen. Et quand je parle de côté, je ne parle pas de géographie. Je parle en termes de conflit. Vous avez les Houthis. Et rappelons-le, le front Houthi, le mouvement Houthi, c'est bien plus qu'une simple force militarisée ou combattante. Ils sont aussi politiquement représentés au sein du gouvernement yéménite. Ensuite, vous avez Ansar Allah. Et là, il y a des intérêts divergents qui peuvent aller au-delà des objectifs du gouvernement ou des objectifs politiques. Donc je ne pense pas qu'on verra quelque chose de très clair, du genre, si cette organisation dit ceci, alors sa branche asymétrique fera cela. Parce que peut-être qu'il y a 2 mois, cette alliance, au sens de « nous disons ceci, vous faites cela », cette chaîne de commandement, si vous voulez, était encore intacte. Or, ce n'est pas seulement que l'Arabie saoudite est directement impliquée dans le conflit au Yémen. Elle y est aussi impliquée de manière asymétrique, en raison de son soutien à l'alliance tribale Khatamat et aux factions qui la composent. Ces factions sont elles aussi en rivalité avec le Conseil tribal du Sud, soutenu par les Émirats arabes unis. Donc, ces effets de 2e et de 3e ordre du conflit, qui entraînent des conflits tertiaires au sein même du Yémen, ne se négocient pas forcément sur la base de « d'accord, nous acceptons ça, mais est-ce que vous acceptez ceci ?» La clarté de cette voie s'est désormais brouillée avec l'aggravation du conflit. Et franchement, je pense que c'est un élément que les États-Unis auraient dû anticiper dès le premier jour. Cela aurait constitué une raison supplémentaire, parmi toute une liste de raisons, de ne pas déclencher cette guerre. Et pour revenir à votre question sur l'organisation Badr en Irak, vous savez, l'organisation Badr, créée dans les années 1980 avec l'aide ou le soutien direct des gardiens de la révolution islamique, est ensuite devenue les brigades Badr et le corps Badr. Ce sont des organisations auxquelles, en tant qu'officier de l'armée américaine en Irak, j'ai été confronté en raison de leur force combattante et de leurs capacités. Alors ces brigades Badr, ces organisations chiites que l'on pourrait considérer comme des relais iraniens, pro-iraniens ou alignés sur l'Iran, ont-elles réellement la capacité de causer des dégâts ou de porter atteinte à l'Arabie saoudite? Ils le font, absolument. Mais cela suscite alors une réponse plus forte de la part de l'Arabie saoudite. Et maintenant que l'Arabie saoudite s'engage dans cet accord de type article 5 de l'OTAN avec la Turquie et le Pakistan, c'est quelque chose que tous les acteurs doivent désormais prendre en compte. Que vous soyez les Houthis, l'Iran ou les organisations et brigades soutenues par l'Iran en Irak. Car cela peut ensuite déclencher une guerre mondiale encore plus vaste, puisque l'un de ces pays, la Turquie, est membre de l'OTAN. Oui, la réaction des Iraniens, comme l'a indiqué le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, est la suivante. Il a déclaré que les puissantes forces armées iraniennes ont démontré leur préparation, leur capacité et leur puissance face à l'armée la plus coûteuse du monde. Il parle bien sûr des États-Unis. Lorsque les musulmans sont unis, nous pouvons affronter directement tous les défis posés par des acteurs extérieurs malveillants. Il est temps de compter sur nous-mêmes et d'adopter une véritable fraternité. La réaction est très positive. Ils considèrent que tout ce qui se passe, vous savez, entre la Turquie et l'Arabie saoudite, entre l'Arabie saoudite et le Pakistan, est positif pour la région. C'est ainsi que le voient les Iraniens, qui sont engagés dans une guerre active contre les États-Unis. Pensez-vous que cela pourrait, à long terme,
contribué d'une manière ou d'une autre? Je ne sais pas. L'un des principaux objectifs de l'Iran, avec les attaques contre les bases américaines dans la région, et à présent, avec le nouveau mécanisme dans le détroit d'Ormuz, est de limiter l'accès des États-Unis au golfe Persique. Et puis, avec les restrictions qui arrivent, ça veut dire qu'ils ne vont envoyer aucune arme vers les bases, ni les réactiver là-bas. C'est l'objectif principal. Mais l'autre question, c'est à quel point serait-il facile pour les États-Unis de revenir? Et c'est peut-être pour ça que l'Arabie saoudite a décidé de faire ça. Ils ont commencé avec le Pakistan et maintenant, ils élargissent le traité, le pacte de défense. La Turquie s'y joint. Je ne sais pas qui viendra ensuite. Peut-être le Qatar, peut-être le Koweït, Bahreïn, je ne sais pas. Plus tard, peut-être qu'ils seront tous ensemble. Pour l'instant, je ne vois pas les Émirats arabes unis en faire partie. Mais je ne vois pas non plus pourquoi l'Iran ne pourrait pas en faire partie. Vous savez, ils pourraient tous se réunir. Est-ce que vous voyez cela se produire à long terme? C'est une excellente observation, Nima. Et je pense que la plupart des gens ne prennent pas en compte ce qui va suivre. Et ce que je dirais, c'est que je pense que ce sera effectivement le cas. Je ne pense pas que la question soit de savoir si cela arrivera. Je pense que c'est simplement une question de savoir quand cette coalition, si vous voulez, cette alliance va s'élargir. Donc, pour revenir au point que vous avez soulevé au début, concernant les déclarations du ministre Araghchi, vous savez, cela fait 160 jours que cette guerre dure. Et l'Iran a démontré, non seulement à la région, mais au monde entier, que malgré les sanctions, et malgré une force militaire supérieure en termes de taille des armées, à savoir les États-Unis, ainsi que la technologie et les avancées militaires d'Israël, l'Iran a tenu tête à cela. Et il l'a fait plutôt efficacement. L'Iran est loin d'être vaincu. L'Iran est loin de capituler. Et cela a montré au monde, surtout si vous êtes dans la région, mais aussi au reste du monde, que l'Iran ne va nulle part. L'Iran fixera ses propres conditions en ce qui concerne son gouvernement, ses dirigeants, sa souveraineté, et ce qu'il entend poursuivre sur la scène diplomatique, politique et économique à l'échelle mondiale comme régionale. Le monde l'a bien compris. Donc, pour revenir à votre point, cette alliance qui se forme aujourd'hui entre l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie n'est pas simplement une alliance que les médias occidentaux présenteront comme une entente visant à faire face à l'Iran. Ce n'est pas forcément le cas. Cette alliance, c'est une coalition qui vise à devenir la future garantie de sécurité dans la région, sans les États-Unis. Le fait que cette alliance se développe n'a pas nécessairement pour objectif de répondre à l'Iran ou de se défendre contre lui. Il s'agit davantage de se protéger contre une future influence et de futures ingérences des États-Unis dans la région, où les puissances régionales ont clairement fait comprendre ceci. États-Unis, votre parole n'a plus de valeur ici. Vous ne nous avez pas défendus dans cette guerre, avec enfin ces accords. Quand on regarde ces pays, l'Arabie saoudite, la Jordanie, le Koweït, Bahreïn, le Qatar, ils n'accueillent pas de bases américaines parce qu'ils saignent rouge, blanc et bleu et qu'ils aiment l'Amérique. C'est transactionnel. Vous voulez avoir vos bases ici? Nous voulons des garanties de sécurité. Protégez-nous et défendez-nous. Les États-Unis ont tourné le dos à ses alliés à un moment critique, alors que l'Iran, lui, est toujours là. L'Iran est toujours là. L'Iran a toujours la capacité de frapper n'importe lequel de ces pays. En réalité, avec le missile balistique Khorramshahr-4, l'Iran peut atteindre jusqu'aux confins de l'Europe du Nord et de l'Afrique centrale. Et il dispose toujours de cette capacité. Elle n'a pas été vaincue. Elle n'a pas été détruite.
Donc, ce que certains peuvent voir aujourd'hui, surtout dans le monde occidental, à travers une perspective occidentale, c'est que cette alliance se développe à cause du grand et méchant Iran. Ce n'est pas le cas. Cette alliance est en train de se former et elle va s'élargir. Et sur votre point, je pense que les prochains pays que nous verrons la rejoindre pourraient être le Qatar, Bahreïn, puis à terme, même le Koweït, et ensuite, très probablement, potentiellement, l'Iran. Et si l'Iran entre dans cette alliance, alors l'Irak suivra aussi. Et si l'on considère cette alliance, elle est davantage une réponse au fait que les États-Unis ne sont plus les garants de la sécurité dans la région. Ces pays cherchent désormais une autre voie, une autre solution qui n'inclut pas les États-Unis. Donc, sur votre point, votre conclusion, votre hypothèse, je suis d'accord avec vous. C'est l'avenir de cette alliance. Ce n'est pas une question de savoir si cela arrivera, mais simplement quand. Oui. Est-ce que cela va changer, Tony, la stratégie à long terme des États-Unis en Asie occidentale? Comment cela va-t-il influencer les États-Unis et leur soutien, je dirais, indéfectible à Israël dans la région? Sous l'administration Trump, à mon avis, cela ne changera pas le soutien à Israël. Peut-être qu'avec les nouvelles évolutions aux États-Unis, notamment au sein du Parti démocrate, ce qui se passe est important, à mon avis. Mais enfin, mettons cela de côté. Vous savez, ce qui se passe à l'intérieur des États-Unis, mettons-le de côté, nous en parlerons plus tard. Mais si l'on se concentre sur l'Asie occidentale, comment cela va-t-il influencer les décideurs aux États-Unis? Eh bien, c'est une excellente question. On le voit déjà dans certaines élections ici, aux États-Unis, lors des primaires, avant les élections de mi-mandat de novembre, notamment dans le Michigan cette semaine, où les Américains prennent conscience de l'influence de l'AIPAC, de l'influence d'Israël dans la politique étrangère, ou plutôt, excusez-moi, dans la politique intérieure et la gouvernance intérieure. Il devient très clair que des guerres comme celle-ci, cette guerre avec l'Iran, nous y avons été complètement manipulés, contrôlés, entraînés, et même si vous voulez, abusés par Israël. Vous savez, l'Iran est à 2 semaines d'obtenir une arme nucléaire. L'Iran est la plus grande menace pour la région. L'Iran ceci, l'Iran cela, etc. Et je pense que beaucoup d'Américains commencent à voir la réalité de ces mensonges et de cette influence. Et cela a un impact sur les élections au niveau national. Je pense que les élections de mi-mandat, en novembre, auront un visage très différent de ce que la plupart des républicains, ou franchement la plupart des Américains, imaginaient pour novembre. Les indépendants, les démocrates et ou les républicains alternatifs qui ne reçoivent pas d'argent de l'AIPAC et ne sont pas influencés par Israël vont gagner. Je pense qu'on le voit déjà dans les élections de mi-mandat. Sur un point que vous avez soulevé dans cette question, je pense qu'il est important de comprendre que l'armée américaine, ce n'est pas simplement un groupe de gens en uniforme qui disent « Oui, monsieur, bombardons ceci et bombardons cela ». Il y a des gens très instruits et très intelligents, des officiers qui sont des planificateurs stratégiques. Et je le sais de sources certaines. Je vous garantis qu'avant ce conflit, des officiers de l'état-major interarmé, que ce soit au Pentagone ou au sein du commandement central, ont examiné tous ces facteurs. Ils ont examiné tous ces facteurs. En fait, je reviens constamment sur les composantes de la puissance nationale, la diplomatie, l'information, le militaire et l'économie. Les planificateurs interarmés examinent cela lorsqu'ils évaluent le coût d'une guerre. Et si vous deviez, avant le 28 février, faire du red teaming en tant que planificateur interarmé, c'est-à-dire vous mettre dans la peau de l'opposition pour vous demander comment l'opposition va-t-elle réagir, quelles seront les conséquences de nos choix. Si vous aviez réfléchi à cela le 27 février,
Avant que nous lancions cette opération le 28, tout planificateur interarmé, pragmatique, intelligent et compétent aurait pu dire « Le détroit d'Ormuz va jouer un rôle dans cette affaire. On ne peut pas simplement l'écarter parce qu'on ne veut pas envisager les conséquences. » Et si ce conflit ne se terminait pas en quelques jours et que le détroit d'Ormuz avait un impact encore plus important? Les conséquences dans le détroit d'Ormuz obligent alors les nations du monde à chercher d'autres voies de passage. Cela met ensuite Bab el-Mandeb en jeu, avec l'influence des Houthis et d'Ansar Allah. Vous faites alors entrer en scène d'autres nations qui ont leurs propres préoccupations et leur propre influence. Que se passe-t-il si les États-Unis perdent leur position en matière de sécurité? Et quel impact cela a-t-il à l'intérieur des États-Unis, auprès de l'électorat? Je vous garantis que dans le cadre de cette analyse contradictoire, des officiers se sont penchés sur la question. Parce que dès 2015, quand nous avons étudié l'opération Millennium Challenge, c'étaient certaines des considérations qui ressortaient d'un jeu de guerre. À quoi pourrait ressembler, pour les États-Unis dans le monde et sur le plan intérieur, une guerre avec l'Iran? Et beaucoup de ces conclusions, beaucoup de ces leçons tirées correspondent exactement à ce que nous constatons. Donc quand on regarde cela, ce n'est pas parce que les hauts responsables de l'armée américaine se sont trompés ou étaient complètement à côté de la plaque. C'est parce que l'administration ne les a pas écoutés. L'administration n'a pas pris en compte les conseils de sa propre armée. Alors quels conseils a-t-elle suivi? Eh bien, il est très clair que l'administration américaine, surtout le commandant en chef, le président des États-Unis, a suivi les conseils et les renseignements ou la désinformation d'Israël. Et beaucoup d'Américains le voient maintenant, parce que beaucoup d'Américains savent que ça ne ressemble pas à quelque chose dans lequel l'armée américaine, à ses plus hauts niveaux de l'état-major interarmé, aurait entraîné notre pays. Alors, qui a influencé notre président? Était-ce l'AIPAC? Eh bien, c'est quelque chose que nous ne voulons plus dans notre politique. Donc oui, cela a un impact sur les États-Unis, sur le plan intérieur, et cela continuera. Parce que, comme je l'ai dit, l'issue de cette guerre, la façon dont elle se termine, le moment où elle se termine, ne dépendent plus du tout de Donald Trump. Donald Trump peut se démener, se tortiller et manœuvrer politiquement autant qu'il le veut pour sortir de ce conflit. Il est coincé là-dedans et cela ne dépend plus de lui.